Ça fait une vingtaine d'années que j'évolue dans le monde de la relation client. J'ai commencé comme consultant. J'étais dans un cabinet qui accompagnait des entreprises qui externalisaient leur process métier. Et assez rapidement, j'ai travaillé sur des dossiers qui concernaient des services clients, des call centers. J'ai rejoint ensuite des outsourceurs, parmi les plus grands, qui ne portent plus les mêmes noms aujourd'hui. Et par la suite, j'ai rejoint le secteur de l'assurance, dans lequel il y avait des vrais sujets de relations à distance, en télémarketing, en service client. Le dénominateur commun de tout ça, c'est que j'ai souvent été dans des contextes de démarrage, de changement d'organisation, ou d'ouverture de marché, par exemple, les marchés de l'énergie, les marchés des télécoms. Et aujourd'hui, c'est un peu le contexte de Valobat, dont on va parler aujourd'hui. Valobat, c'est une entreprise qui est toute jeune, qui a à peine 1 an. Moi-même, j'ai rejoint Valobat il y a bientôt 1 an, là, dans une semaine. C'est une entreprise qui est toute jeune, mais qui est promise à une croissance très rapide, puisque en France, il y a une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui a été votée en 2020 et qui crée une nouvelle obligation pour les fabricants de produits de matériaux du bâtiment. Cette nouvelle obligation, c'est qu'elle les rend responsables de la fin de vie de leurs produits, au moment où ce sera des déchets. Cette loi prévoit que ces fabricants doivent financer la fin de vie de ces produits, et ça passe par des éco-organismes dont le rôle est de recueillir un financement auprès d'eux pour gérer ensuite la filière de gestion des déchets. On parle de 46 millions de tonnes de déchets par an, donc c'est un très très gros sujet. Les filières de responsabilité des producteurs, c'est le principe pollueur-payeur qui existe depuis à peu près 30 ans, qui a commencé avec les emballages en France. Ce principe, il n'est pas nouveau, mais dans le cas du bâtiment, il a une dimension qui n'a rien à voir avec les autres secteurs, parce que le bâtiment en France, c'est un sujet assez massif et très hétérogène, puisque le monde du bâtiment, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de produits. Donc un sujet pour un acteur comme Valobat, qui est de mettre en place une machine qui répond à cette nouvelle loi dans les mois qui viennent, puisque l'entrée en vigueur, c'est au 1er janvier 2023. Et donc Valobat, c'est l'initiative de 42 associés qui sont des fabricants, des grands industriels français, des distributeurs et des organisations professionnelles du monde du bâtiment. Donc c'est tout le monde du bâtiment qui s'organise pour répondre présent à cette nouvelle législation. On partait d'une page blanche il y a 1 an, mais il y a fort à faire, parce que l'objectif c'est d'avoir des opérations qui tournent en 2023. Donc il y a 2 pieds chez Valobat. Il y a un pied qui concerne les metteurs en marché de produits. Donc, eux, ils ont un sujet, c'est qu'ils sont sous le coup d'une nouvelle obligation réglementaire. Ils doivent trouver le bon partenaire pour remplir cette obligation. Ça peut se résumer à simplement s'acquitter d'une éco-contribution, mais en réalité, ça peut être aussi un sujet administratif, un commercial aussi, comment j'intègre cet aspect dans mes négociations avec mes clients. Et donc, comment j'intègre ça dans mon ERP. Donc, ils ont des sujets, et ils en discutent avec nous, puisque où se situent les questions, c'est, ok, la loi donne une définition, mais dans la totalité de la gamme de mes produits, par exemple, je suis un acteur de la quincaillerie, j'ai 45 000 références, peut-être que toutes mes références ne sont pas concernées. Discutons en détail des définitions des produits assujettis. Et donc là, on a besoin, nous, de construire une expertise très rapidement au niveau de notre call center avec des niveaux d'escalade assez rapides. Premier enjeu, c'est que nous, on doit très rapidement convaincre un maximum de metteurs sur le marché de choisir Valobat comme leur éco-organisme. Pourquoi? Parce que c'est un choix qui est un petit peu lourd. Comme je l'expliquais, il faut intégrer tout ça dans ces process commerciaux, dans ces systèmes. On ne remet pas en question chaque année son choix d'éco-organisme. Il y a des aspects de barème et de tarifaires, mais pas que. Donc notre premier enjeu, c'est l'acquisition de notre part de marché, qui bougera assez peu ensuite. Notre ambition, c'est d'avoir à peu près 80% du marché. Notre actionnariat, qui est lui aussi concerné, émetteur sur le marché, représente un peu plus de 60% de ce marché. Donc on doit aller chercher la différence. On saura assez vite si c'est possible, mais c'est très challenging. On a besoin d'une machine qui est bien réglée, qui fonctionne bien pour y arriver. Alors on a des atouts, puisqu'on est le seul acteur qui vient à 100% du monde du bâtiment. On est le seul acteur à être agréé sur toutes les familles de produits. Comme je disais tout à l'heure, le bâtiment, c'est très divers, c'est très varié. Tous les acteurs n'ont pas été agréés pour l'ensemble des produits.
Je parle d'agrément, puisque je reviens un petit peu en arrière. Valobat, c'est une entreprise privée, mais elle a une mission d'intérêt général. Elle est agréée par l'État. Elle répond à un cahier des charges qui a été publié par le ministère de l'Environnement. Donc, on n'est pas une entreprise publique, hein, mais la totalité de notre action est encadrée par un décret et un cahier des charges. Donc, tout ce qu'on met en œuvre et tous les objectifs qu'on vise visent à répondre à ce cahier des charges, à atteindre ces objectifs, et on doit en rendre compte. Dans notre gouvernance, le ministère de l'Environnement est présent, au même titre qu'un maximum d'acteurs de la filière. On fait participer à la construction de l'éco-organisme. Donc, nos atouts, c'est probablement qu'on est des acteurs du bâtiment qui construisent un éco-organisme pour le monde du bâtiment. C'est pas forcément le cas de nos concurrents. Et c'est notre taille critique, puisque un éco-organisme, en réalité, une fois qu'il a collecté une éco-contribution, son métier, c'est de gérer des déchets. Donc, c'est de gérer des flux de déchets, de construire une machine opérationnelle pour les collecter, les transporter, les trier, les apporter dans les exutoires, dans des filières de recyclage. Et ça passe par des marchés qu'il faut passer. Donc, plus on a une taille critique, plus on va avoir une capacité à négocier, mais aussi à obtenir des niveaux de qualité. L'acquisition de la part de marché pour l'éco-organisme, c'est un enjeu. La démonstration qu'on peut offrir la qualité de service pour les détenteurs de déchets, c'est le deuxième enjeu qui arrive immédiatement derrière. Les déchets, les acteurs du bâtiment et des chantiers n'ont pas attendu les éco-organismes pour avoir des déchets à gérer. Donc aujourd'hui, il y a des services qui tournent, il y a des services qui fonctionnent, il y a des habitudes prises. L'idée, c'est pas de réinventer ça dans tous les cas, c'est d'essayer de l'améliorer pour viser les objectifs dictés par la loi, qui sont l'amélioration des taux de recyclage, ce qui passe notamment par effectuer du tri à la source. Et donc, il faut pas que ça aboutisse à un service dégradé dans la vie de tous les jours. Sur un gros chantier de construction, le sujet des déchets, c'est un micro-sujet par rapport à l'ensemble du projet. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place un service qui soit tout de suite au niveau. C'est vraiment indispensable de pouvoir segmenter ce marché. Il est très vaste, mais chacun a une approche de cette réglementation qui est différente. Chacun a des sujets vraiment propres. Si on parle des acteurs de la menuiserie, ou des acteurs du bois, ou des acteurs de l'isolation, cette réglementation, ça ne veut pas dire les mêmes impacts pour eux, ça ne veut pas dire les mêmes questions à se poser. Pour certains, c'est une formalité, ça sera simplement... Ils ont déjà des REP à gérer, c'en est une de plus. Pour d'autres, ça remet beaucoup de choses en question et ça vient s'insinuer dans leur relation commerciale avec des fournisseurs ou des clients. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir porter le bon message aux bonnes cibles, de leur apporter facilement les réponses à leurs questions. D'abord parce qu'on ne va pas pouvoir passer suffisamment de temps avec l'ensemble des acteurs. C'est un marché qui est très concentré. Vous avez 6 ou 7% des acteurs qui représentent plus de 80-90% du marché en valeur. Donc on ne pourra pas avoir un entretien de diagnostic personnalisé avec chaque acteur de la fabrication ou de la construction. Nous, nos enjeux, ça sera de pouvoir compter sur des dispositifs digitaux et automatisés pour qu'ils obtiennent rapidement les réponses à leurs questions et que ensuite le sujet de choisir son éco-organisme, d'adhérer et de remplir ses obligations qui sont des obligations à un moment donné déclaratives. Hein, ça peut s'assimiler un peu aux déclarations d'impôts à un moment donné, la REP, que ce soit extrêmement simple, extrêmement facile et lisible et compréhensible. On a longtemps travaillé et discuté dans les ateliers sur qui sont nos véritables clients. En réalité, je pense qu'on a plusieurs types de clients. En tout cas, on a un service à rendre à beaucoup de profils différents. On a nous-mêmes des enjeux, mais eux, il y a des fortes attentes, pas pour les mêmes raisons. Et donc ça, on a initié ce travail ensemble, mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on poursuive et assez vite dans les mois qui viennent pour que ça serve notre stratégie de 2023. On a identifié ensemble rapidement des premiers chantiers indispensables pour qu'on puisse mener notre campagne d'acquisition. Donc ça a consisté à travailler sur notre processus commercial dans le CRM Salesforce et à intégrer des canaux qu'on n'avait pas encore intégrés, donc avec une logique omni-channel.
l'intégration de Vocalcom, l'intégration des emails dans Salesforce. Ça peut paraître arriver très très tard, mais en réalité, dans le projet de Valobat, tant qu'une loi n'est pas vraiment passée dans les faits, tant que les décrets ne sont pas publiés, tant que les cahiers des charges, tant que tous les feux ne sont pas passés au vert, il y a un attentisme qui fait que l'activité, en réalité, ne démarre pas réellement. Donc, nos canaux deviennent utiles en cette rentrée, puisqu'on est agréé. Sur l'année 2022, on n'avait pas réellement besoin d'avoir ces canaux à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des cœurs de, voilà, on a des MVP qu'on a fait ensemble, et ces prochains mois, il faut qu'on les consolide, et il faut qu'on y mette de l'intelligence. On va avoir beaucoup de choses à faire ensemble sur les parcours. Choisir Almavia pour nous accompagner. En fait, vous avez tout de suite compris dans quel état d'esprit on était et comment on voulait travailler. Vous avez été très agile dès cette phase-là parce que vous avez su remanier votre proposition, votre positionnement et pour nous apporter des solutions concrètes très rapides et en se disant à côté, on va jouer plus long sur des sujets plus stratégiques. C'est exactement ce qu'on avait besoin de faire avec vous. Et ça se ressent aussi dans les différents projets qu'on a gérés. Vous êtes assez agile. La collaboration est fluide. Moi, je n'ai pas ressenti de blocage dans quelques situations que ce soit, mais on a eu des projets vraiment très courts, hein, très opérationnels et très à délivrabilité rapide. D'avoir un partenaire avec qui on peut jouer sur tous les registres. On sait jouer sur le registre où on travaille sur la vision stratégique, on prépare certains sujets avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse dans l'identification des besoins et des parcours. Mais il y a aussi des moments où on sait passer dans un autre mode, qui est un mode où on sait livrer très rapidement, on sait s'accorder sur le périmètre que ça doit recouvrir. Et là-dessus, vous avez fait preuve d'une certaine fiabilité, en tout cas dans les délais, et puis dans les périmètres qu'on avait convenus ensemble. C'était au rendez-vous, donc c'est appréciable.